Bienvenue à l'ouverture du colloque de clôture des rencontres philosophiques de Monaco. Ce colloque, nous l'avons intitulé, les membres fondateurs ainsi que toute l'équipe, nous l'avons intitulé « La maison de la philosophie ». Et donc, tout au long de ces deux jours, ce soir ainsi que demain, nous allons travailler ce concept de qu'est-ce qu'une maison pour la philosophie, qu'est-ce qu'une maison de la philosophie, qu'est-ce qu'une maison qui peut accueillir la philosophie et l'offrir en même temps. Demain, nous aurons toute une journée que nous allons consacrer à des leçons de philosophie. Nous donnerons comme ça, nous avons demandé à plusieurs philosophes de parcourir l'histoire de la philosophie contemporaine en offrant des courtes leçons. Donc ça va se passer demain à la Villa Paloma. Donc nous aurons des leçons sur Foucault, sur Yankelevitch, sur Lévinas, sur Hannah Arendt, sur Jacques Derrida, sur Heidegger et la mort, sur Freud et le rêve, par exemple. Mais ce soir, nous voulions ouvrir notre colloque par deux questions. D'abord, celle qui nous concerne tout particulièrement en ce moment, quelle maison pour la philosophie, quelle maison pour la philosophie, et un peu plus tard, quelle maison pour les cultures. Alors, je vais évidemment présenter quelque peu cette thématique, maison de la philosophie, maison pour la philosophie, maison qui peut à la fois accueillir la philosophie et l'offrir. Nous allons évidemment tourner autour de cette très importante question qui traverse toute l'histoire de la philosophie, qui est la question de l'habiter. Qu'est-ce qu'habiter le monde ? Qu'est-ce qu'habiter le monde en philosophe ? Comment le philosophe habite-t-il le monde ? Nous savons, et c'est presque un cliché de le dire, mais c'est un cliché qui a sa valeur quand même, nous savons que le philosophe erre dans le monde, c'est un errant. C'est un errant, c'est quelqu'un qui erre, c'est quelqu'un qui n'a pas de certitude fixe, de détermination propre, et qui traverse le monde émerveillé et donc un peu sans maison, c'est-à-dire sans point fixe, sans détermination fixe, sans lieu propre. Et donc peut-être que toute l'histoire de la philosophie est précisément cette recherche du lieu propre, cette recherche d'où peut s'énoncer, s'exprimer, se dire la pensée ou la pensée philosophique, s'exprimer le questionnement philosophique. Nous allons évidemment tourner donc autour de cette question de l'habiter. Et je suis très heureux d'accueillir ce soir nos deux intervenants, Thierry Pacaud et Benoît Goetz, qui vont nous entretenir d'abord avec de courtes présentations sur ces questions. Je vais les présenter. Et puis ensuite, nous aurons un petit dialogue, une petite conversation autour de ce qui a été dit. Et puis, évidemment, comme nous le faisons toujours, nous allons ouvrir à la salle pour des questions. Donc d'abord, Benoît Goetz. Je présente Benoît Goetz. Benoît Goetz est professeur émérite de philosophie. Il a enseigné dans les écoles d'architecture de Nancy, de Paris-la-Villette et de Versailles. Il a publié plusieurs ouvrages. Je n'en citerai que deux, La dislocation, architecture et philosophie, et Théorie des maisons, l'habitation, la surprise. Ces deux textes sont publiés chez Verdier. Il est aussi le fondateur d'une revue très importante qui s'intitule Le Portique, philosophie et sciences humaines, qui est basée à Metz, mais qui a aussi un rapport très important à l'université de Strasbourg, puisque le département de philosophie de Strasbourg se situe, ou se situait en tout cas, dans cet immeuble qui s'appelait le Portique, endroit où j'ai passé quelques années moi-même. Donc, alors, c'est très étonnant, parce que vous êtes professeur émérite de philosophie, Benoît Goetz, dans une université, Metz, où la philosophie ne s'enseigne plus. Alors ça, c'est très intéressant. Déjà, cette situation devrait nous faire réfléchir non seulement à la crise de la philosophie, aujourd'hui, souci et inquiétude que nous partageons tous, mais aussi, et de façon plus proche de notre réflexion ce soir, vous anticipez quelque part notre questionnement. Que signifie philosophiquement perdre sa maison ? Que signifie philosophiquement perdre sa maison ? Je pense que nous y reviendrons, et notamment suite à votre interrogation, vous aborderez ces instants où la pensée elle-même élabore, projette et surtout construit.
Quels sont ces moments, quels sont ces instants où la philosophie, où la pensée philosophique arrive à construire une maison ou sa maison? En effet, on peut envisager toute grande pensée comme une manière d'habiter le monde, c'est-à-dire pas simplement comme une vision du monde, mais comme une véritable configuration, un paysage, comme vous l'appelez dans un de vos ouvrages, un paysage où ciel et terre, hommes et animaux trouvent un lieu singulier où ils peuvent cohabiter. Alors évidemment, avec la question de l'habitation, nous allons toucher à la question de la cohabitation. Je pense que nous toucherons là aux questions de cette possibilité d'habiter qui viendrait offrir le lieu depuis lequel on construit, comme si un habité précédait toujours le construire. En ce sens, vous déploierez en quoi la philosophie invente non pas simplement des concepts, comme disait l'autre, mais des manières d'habiter et donc de séjourner. La question qui se pose pour vous, Benoît Goetz, sera comment cet habité peut-il prendre corps, pour ainsi dire, se faire entendre? Comment donc l'habité arrive-t-il à son expression, à se déployer à partir d'un lieu ou depuis un lieu? Et que faire, et là je reviens à votre situation de professeur émérite d'université où la philosophie ne s'enseigne plus, et que faire quand les lieux manquent, et comme vous le dites, et je vous cite, la philosophie se retrouve à la rue, que les maisons de pensée, là où la pensée peut se dire et se faire, manquent. Comment donc en trouver ou en inventer? Donc nous allons d'abord écouter Benoît Goetz, mais je m'empresse d'abord aussi de présenter notre second intervenant de la soirée, Thierry Pacaud. Thierry Pacaud enseigne la philosophie en école d'architecture. Il a aussi enseigné à l'Institut d'urbanisme de Paris. Thierry Pacaud a élaboré ce qu'il appelle une philosophie de l'urbain en questionnant les grands ensembles. Les grands ensembles, c'est-à-dire les banlieues pavillonnaires, les centres commerciaux. Dans son ouvrage Homo Urbanus, qui est paru en 1990, jusqu'à tout récemment Désastres urbains, les villes meurent aussi, en 2015, vous avez questionné philosophiquement ces phénomènes en montrant en quoi et pourquoi le fait urbain, ce que vous appelez le fait urbain, d'abord n'a pas été pensé en philosophie contemporaine. Vous rappelez d'ailleurs que ni Sartre, ni Ricoeur, ni encore Lévinas ne se seront intéressés à ce phénomène, mais plus profondément encore, vous montrez aussi que la philosophie ne peut à elle seule confronter ce phénomène. En effet, le fait urbain, pour vous, en appelle à la philosophie, mais aussi à la littérature, au cinéma, à l'anthropologie, à la sociologie, à l'économie, à la géographie, ainsi qu'à l'écologie. Vous montrez à travers de nombreux ouvrages, L'espace public 2009 et réédition en 2015, là où vous pensez l'agora, la distinction entre l'espace public et l'espace privé, le rapport entre le lieu et la publicité, en touchant donc à la grande question philosophique du langage. On se rappelle que Heidegger avait dit que la maison de l'être, c'est le langage, ou encore dans La folie des hauteurs, en 2008, où vous pensez le phénomène du gratte-ciel, ce que veut dire vivre en hauteur, et où vous déployez ce que j'ai vu, en tout cas lu comme une certaine éthique, à penser en fonction des gratte-ciel, des tours, ou encore dans Demeure terrestre, enquête vagabonde sur l'habité, paru en 2005, où c'est bel et bien la question de la maison que vous analysez. Qu'est-ce qu'une maison? Que renferme une maison? Que se passe-t-il dans une maison? C'est dire dans un lieu délimité, muré, et en même temps qui peut offrir l'hospitalité. Donc toute la question de l'aporie de la maison. C'est un lieu délimité et pourtant il offre l'hospitalité. Et aujourd'hui, vous réfléchissez à la question écologique et tentez d'engager une pensée du séjourné humain face aux questions les plus abyssales de notre époque, à savoir celles qui se posent à même la crise écologique que nous connaissons et traversons. Je pense que dans votre intervention, nous allons revisiter l'histoire de la philosophie, toute l'histoire de la philosophie, à l'aune de la question de la maison et donc de l'habiter. En quoi l'exercice de la philosophie est-il lié à l'habiter et à la maison? Je pense que nous allons commencer avec l'Académie de Platon, qui est d'une certaine façon une maison, et remonter jusqu'à Kant, jusqu'à la cabane de Thoreau, jusqu'à la bibliothèque de Emerson. Heidegger aussi, tiraillé entre sa maison freibourgeoise et sa hutte dans la forêt noire, Sartre et son 2 pièces parisien, et quelques autres encore. Vous posez la question de l'exercice philosophique aussi que chacun devrait s'imposer en tant que topo-analyse ou autobiographie
environnementale, en quoi les lieux ont fait de moi ce que je suis. Donc je vais donner, après cette courte introduction, je vais donner la parole à Benoît Goetz, que nous allons écouter, ensuite à Thierry Pacaud, et nous suivrons par une discussion. Merci Joseph, et je voudrais... Oui, applaudissements. Je voudrais remercier toutes les puissances invitantes de Monaco pour cette invitation qui était surprenante et agréable, qui m'a tiré de ma retraite lorraine pour arriver sur la Riviera. Donc, merci beaucoup. Alors, oui, tu parlais de ma situation. Effectivement, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais effectivement, il m'est arrivé récemment de manquer d'un lieu pour faire de la philosophie, puisque, mais je ne vais pas en parler trop longtemps, dans l'université de Metz, qu'on a marié de force avec l'université de Nancy, puisque maintenant on veut faire des grandes universités. On a jugé qu'il ne pouvait pas y avoir de la philosophie dans deux universités, Metz et Nancy. Et on a jugé que c'était à Nancy. Donc si je n'avais pas été en retraite, j'aurais été forcé d'aller dans la maison de Nancy, ce qui pour moi aurait été un cauchemar, parce que je n'aime pas les philosophes de Nancy. Enfin, il y en a que j'aime, mais... Donc on peut retenir cette idée, c'est qu'il faut plusieurs maisons pour la philosophie, qu'on ne peut pas forcer les gens à cohabiter dans la même maison. Donc, c'est un peu notre sujet, j'ai cherché des maisons. J'avais une librairie que j'aimais bien, qui m'a accueilli, une belle librairie, en plein centre-ville, et ça a duré pendant 2 ans. Il y avait un monde fou, parce qu'il y a peu d'étudiants, mais il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la philosophie, des vieilles personnes, des retraités, des gens très, très agréables. Et puis la librairie a fait faillite. Donc je me suis vraiment retrouvé à la rue, et donc j'ai toqué à la porte de la municipalité, qui était... gentil, qui me donne maintenant des lieux assez beaux. Hein, c'est un peu comme Monaco, mais bon. Mais c'est pas beau comme Monaco, mais c'est des lieux un peu prestigieux, des salles, et donc ça, voilà. Bon, donc voilà, je cesse. Dans mon court propos, je voudrais commencer par hasard, comme ça, par l'exergue du gai savoir de Nietzsche, qui est une épigramme et aussi une épigraphe, puisqu'il présente ce texte comme une inscription au-dessus de ma maison, de ma porte. Donc voici cette épigraphe. J'habite ma propre maison, je n'ai jamais imité personne en rien, et je me ris de tout maître qui n'a su rire de lui-même. Donc je proposerais qu'on se pose la question de savoir... quelle est cette maison de Nietzsche? Où est-elle? Quelle est sa texture? Est-ce que c'est une idée, une représentation, un rêve, un fantasme, ou une fiction? Bon, que sais-je? Je pense que ce n'est rien de tout cela. Voilà. Je pense qu'il s'agit réellement d'une maison de pensée, et qu'elle est faite de pensée. C'est une maison de pensée, et que c'est ainsi qu'on pourrait chercher de la considérer en se demandant ce que ça veut dire une maison de pensée. La meilleure façon de connaître cette maison serait peut-être de la pénétrer, d'y entrer, de l'habiter un peu. Et en fait, là, on retrouve quelque chose de bien connu, c'est quand un étudiant demande comment entrer chez un philosophe, il faut commencer par lire quelque chose, par exemple la Gai Science, Gai Savoir. Donc la première indication qui nous donnerait à penser qu'une philosophie peut être une maison, c'est qu'on y entre ou on en sort. Il faut aussi, c'est important, pouvoir en sortir, parce que si c'est un labyrinthe, on n'en sort pas. On connaît tous des gens, des collègues qui sont rentrés dans une philosophie qui n'en sont jamais sortis. Les hegéliens surtout. Mais il y en a aussi qui en sortent, mais bon. Chez Nietzsche, il n'y a pas trop ce problème, on est très vite évacué. Il est très hospitalier. Il est hospitalier parce qu'il permet qu'on sorte, qu'on puisse sortir. Mais alors, reposons encore cette question. Entrons pour voir un peu dans ce qu'un auteur récent, Olivier Ponton, appelle le plus beau livre du monde, le Gai Savoir. Le plus beau livre du monde. Olivier Ponton, le Gai Savoir de Nietzsche, une manière divine de penser. C'est quand même un énoncé exorbitant, personne n'a lu tous les livres, mais c'est bizarre, cette expression me convient presque, le plus beau livre du monde. Donc je propose qu'on continue un peu à entrer dans ce livre et dans la maison de Nietzsche. Où est la maison de Nietzsche? Qu'est-ce que la maison de Nietzsche, qui est réputée pour être nomade?
et pour avoir trouvé un habité, ER, ici, dans cette région. La maison de Nietzsche, comme c'est le titre d'un... Non, la maison... Non, Nietzsche à Nice, c'est le titre d'un joli petit livre de Patrick Moriès, Nietzsche à Nice. Nietzsche, dans ses pérégrinations, dans son nomadisme, a fait halte entre les années 82 et la fin, jusqu'à Turin, à Nice, entre la côte, Gênes. Il est passé à Monaco. Il dit qu'il n'a pas joué, mais qu'il a trouvé la socialité du casino intéressante. Il est venu 2 jours avec Paul Rey, et donc il a beaucoup aimé ce séjour. Donc voilà, premièrement. Deuxièmement, si on se demande quelle est la maison de Nietzsche, peut-être, bon, je propose qu'on reste dans le Gai Savoir. Je prendrai le paragraphe 240, qui n'est pas souvent cité. 240, sur la mer. Je ne me bâtirai jamais de maison, je ne me bâtirai point de maison, et il appartient à mon bonheur de n'en point posséder. Mais s'il le fallait, je la bâtirais, pareil à certains Romains, jusque dans la mer. Il se pourrait bien que j'ai quelque secrète affinité avec ce beau monstre. Voilà, donc je dirais que la maison de Nietzsche est au voisinage de la mer, c'est-à-dire de ce qu'il appelle un beau monstre, et que sa maison est une maison dans le monstrueux, ou dans ce qu'il appelle aussi le chaos, et que sa tentative, c'est de pouvoir séjourner auprès du chaos. C'est intéressant pour nous, si on pense aux maisons de la philosophie, de penser à leur voisinage. À côté de quoi est-on, puisqu'on est, on va le voir, on est toujours un peu à l'écart malgré tout, on est loin de l'agora, du théâtre, des lieux publics. La maison de la philosophie a son lieu à l'écart, mais auprès de quoi est-elle? Donc peut-être qu'on a une indication, on est au bord du monstrueux et du chaos, on est dedans aussi, on est dedans, puisque Nietzsche a forcément une pensée de l'habitation, comme tous les penseurs de l'immanence. Immaner, si je puis dire, ça veut dire habiter, ça veut dire être à l'intérieur. Donc entre Gênes et Nice, Nietzsche a fini par trouver sa place, sa maison. Il dit je rentre à Nice, c'est-à-dire à la maison. Il écrit comme ça. Et ce qui est intéressant, là, c'est comment il caractérise ce territoire, cette région. Il y trouve une autre atmosphère supra- ou extra-européenne. En bon européen qu'il est, il se réjouit de sentir ce qu'il appelle un africanisme de la couleur, de l'air, de la chaleur, des plantations. Et donc c'est intéressant pour nous aussi de penser qu'une maison habitable, ou la maison de la philosophie, elle doit nous conduire un petit peu dans la proximité de l'ailleurs, et pas forcément au retour à la Grèce. C'est curieux qu'un professeur allemand, se trouvant au sud, ne pense pas à la Grèce, mais à l'Afrique. Comme à Venise, il pensait à l'Orient. Donc ça, c'est une autre notation, une maison un peu ouverte sur le dehors. Habiter, en fait, voilà, qu'est-ce qu'habiter? Tu demandais justement, c'est un peu être au dehors, curieusement. Habiter, c'est être exposé à un dehors. La maison est habitable dès lors qu'elle s'ouvre sur un autre espace. Donc, je ne parle pas trop longtemps. Je voudrais arriver peut-être à un second point. On a le droit de rêver, comme disait Bachelard. C'est le titre de son ouvrage, Le droit de rêver, qui contient beaucoup de remarques sur la maison. Et donc, notre thème de recherche, quelle maison pour la philosophie, nous incite, on a le droit maintenant à se laisser aller un peu à rêver, à ce que serait un espace idéal pour, disons, nous autres, comme Nietzsche parle parfois, nous autres. Alors, là, je me référerai encore, puisque j'ai choisi d'en rester au Gai Savoir, je me référerai à un aphorisme 280, l'aphorisme 280, que je vais essayer de retrouver, sinon j'ai le livre là, donc je le retrouverai. Je vous demande une petite seconde. Bon, je vais le chercher dans mon livre. Voilà, je vais le chercher dans mon livre, c'est pour ça que je l'ai pris. Donc voilà, là, il répond à la question, à notre question. Qu'est-ce qu'on souhaiterait
dans le livre du philosophe, il avait énoncé que la tâche du philosophe était de repérer ce dont nous avons besoin, ce qui manque, et que l'artiste doit le créer. Qu'est-ce qui nous manque? Alors effectivement, quand on a perdu quelque chose, ça nous manque, on sait ce qu'on a perdu. Mais peut-être qu'on n'a jamais eu quelque chose et que ce manque, ça serait au philosophe de le détecter. Comme dit Deleuze, si Kafka n'avait pas écrit, ça n'aurait jamais manqué à personne. Donc, qu'est-ce qui nous manque? Donc voilà, aphorisme 280, que Klossowski traduit par le titre par Architecture des contemplatifs. Il serait nécessaire de comprendre un jour, et probablement ce jour est-il proche, ce qui manque le plus à nos grandes villes, des lieux de silence, spacieux et fort étendus, destinés à la méditation, pourvus de hautes et de longues galeries pour les intempéries ou le trop ardent soleil, où ne pénétrerait nulle rumeur de voitures ni de crieurs, et où une bienséance plus subtile interdirait même aux prêtres l'oraison à voix haute. Bon, je passe à un passage où il dit qu'on ne pourrait pas utiliser des églises, des temples désaffectés, que ça ne serait pas supportable pour les penseurs sans Dieu. Donc, pour finir, c'est beau la fin, ces édifices, ces édifices parlent un langage beaucoup trop pathétique pour nous, donc les vieilles églises. Parce que maintenant, on fait beaucoup de philosophie aussi, je suis accueilli aussi dans des églises. Un langage beaucoup trop pathétique. Bon. Pour que nous autres, sans Dieu, puissions y penser nos propres pensées. Notre désir serait de nous voir nous-mêmes traduits dans la pierre et dans la plante, de nous promener au-dedans de nous-mêmes lorsque nous irions de ci, de là, dans ces galeries et dans ces jardins. Donc je crois que c'est bien ce qui manque. Nos grandes villes sont un peu métamorphosées depuis cette époque-là, depuis 1882-87, et ça ne s'est pas beaucoup arrangé. Donc, pour finir mon bref propos, qu'est-ce qu'il nous faudrait aujourd'hui? Il y a des lieux qui ne conviennent plus, les cafés, c'est plus supportable. On peut à peine si on peut encore discuter, ce qui n'est pas philosophe, et discuter dans les cafés. Les écrans sont partout. Donc il faudrait imaginer des lieux. J'imagine, j'aurais un peu le droit de rêver, une salle d'attente où on n'attend rien. C'est-à-dire, ça serait très économique. En ville, dans une ville, il y aurait une salle où il y aurait des chaises, peut-être des tables. Et les gens viendraient s'asseoir pour n'attendre rien. Ce ne serait pas forcément interdit de parler, mais ça ne serait pas encouragé, ça ne serait pas un lieu de discussion. Bon, ça serait facile à réaliser, parce qu'en ville, il n'y a plus de possibilité ainsi de se livrer à des pensées, à des ruminations, à des rêveries. Ou alors, voyons plus grand, alors on pourrait imaginer un archipel, une presqu'île, un mont Athos, avec des monastères, qui seraient des monastères de pensée, éloignés les uns des autres, mais pas si éloignés les uns des autres qu'on ne puisse pas y aller à pied, comme on veut, et à sa guise, de manière, comme Barthes disait, il rêvait à partir de l'Athos, il rêvait de ce qu'il appelait l'idiorhythmie, c'est-à-dire une très grande communauté où les gens vivraient seuls, mais aussi ensemble, et il n'y aurait pas trop de rencontres, sinon exceptionnelles, et ils pourraient aller se voir de temps en temps. Donc je pense que la maison de la philosophie devrait être ainsi espacée, vaste et idiorhythmique, et au bord de la mer, et puis ça ressemble un peu à ici, quoi. Voilà. Merci. Merci Benoît Goetz pour ce belle traversée et inventivité en son nom de Nietzsche. Bon, je vais passer la parole à Thierry Pacaud, qui va nous entretenir maintenant, et ensuite nous aurons notre discussion. Bonjour à toutes et à tous. Alors, merci pour la présentation de l'exposé auquel vous allez échapper, parce que c'est évidemment impossible de partir de Platon jusqu'à nos jours en 10 minutes. Mais quand j'ai reçu cette demande de réfléchir sur la maison de la philosophie, ma première réaction a été d'être plutôt assez sceptique sur le fait que la philosophie aurait besoin d'une maison. Je pense que la maison de la philosophie est hors les murs, et qu'on philosophe en marchant, on philosophe en déambulant, on philosophe en prenant le chemin
de ce qu'on appellera métaphoriquement de la connaissance. Et donc, c'est plutôt une relation amicale avec quelqu'un d'autre qui va marcher comme ça avec nous, la vélocité de l'esprit s'accordant à la vélocité du corps d'une certaine manière. Et c'est vrai que Platon n'a pas fait normal sup, il n'a pas une maison de formation, il n'a pas passé l'agrégation, il est philosophé en philosophant. Et même si à un moment donné il achète un domaine qui s'appelle l'Académie, à quelques kilomètres d'Athènes, c'est plutôt une communauté de vie. Du reste, sur laquelle on sait peu de choses. On ne sait pas très concrètement comment ça marche, les horaires. Hein. Fourier, quand il décrit le phalanstère, il nous donne les horaires très précisément. Hein. Bon, donc là, il n'y a même pas à y échapper. On sait très très bien, c'est minuté. Bon, la communauté de vie et philosophique de Platon, on en sait peu. Et on sait évidemment, comme tu disais tout à l'heure, que Platon est aussi un enseignant itinérant. Enfin, on pourrait dire ça comme ça pour ne pas dire errant. Et c'est pareil pour Aristote dans le lycée, même si le lycée va durer plusieurs siècles, c'est un lieu où on philosophe. Mais ce n'est pas forcément une maison. Alors, il n'y a pas de maison sans jardin. C'est déjà une première remarque que je voulais faire. Il n'y a pas de maison sans jardin. Et ça, c'est plutôt les littérateurs, les romanciers, les poètes qui nous l'expliquent que les philosophes. Parce qu'on a énormément de descriptions de maisons avec jardin. Et parfois même de jardin, parce que la vraie maison, c'est le jardin, d'une certaine manière, et puis le bâti est un peu l'annexe, d'une certaine façon. Mais réfléchissant à nouveau sur maison et philosophie, donc la maison, c'est le jardin, et puis pour les philosophes occidentaux, la maison de la philosophie serait une bibliothèque, c'est-à-dire qu'il y aurait une pièce un peu privilégiée comme ça, qui serait celle où les livres seraient regroupés et accessible et à tout le monde, et on pourrait les lire. Et évidemment, tout de suite, j'ai en tête la maison que se fait construire à Chelsea, à côté de Londres, Thomas More. Il dessine les plans, et effectivement, la pièce essentielle, c'est la bibliothèque. Et Erasme aimait bien aller s'y arrêter, y séjourner. Et le seul tableau qui a été perdu, mais on a une esquisse d'Holbein, le seul tableau, l'esquisse, qui montre la famille de Thomas More, sur 10 personnes, hommes et femmes, 8 ont un livre à la main. Donc on voit bien que la maison de la philosophie, qu'imagine Thomas More, qu'il réalise pour lui, c'est avant tout une bibliothèque. Nous savons aussi que pour Bachelard, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de maison sans livre et sans jardin. Donc, si on voulait, c'était un peu ça que je me dis, tiens, il y a une idée d'enquête excellente dans cette proposition de ce colloque d'aujourd'hui, ce serait de voir comment les philosophes logent. Je ne dis pas habitent, je dis logent. Commençons par un truc plus simple. Et c'est amusant, effectivement, de voir certains qui ont des maisons bourgeoises, cossues, voilà, j'allais dire comme tout le monde. Et alors on se dit, comment dans ce cadre-là, ils arrivent à philosopher ? C'est une question qu'on peut se poser. Quand je vois le mobilier, enfin, je ne vais pas donner d'exemple, ce serait un peu dur, mais quand je vois le mobilier de tel philosophe, je me dis, comment peut-il penser autre chose que ce qu'il pense ? Un peu. Bon. Donc il y a bien là une espèce de corrélation. Alors là, ça renvoie à tous les travaux passionnants de Claire Marcus Cooper, qui, sur vous savez, la maison symbole de soi. C'est un texte très connu que tout le monde cite, bon, mais qui est tout à fait, que j'ai relu à l'occasion, et qui est tout à fait passionnant, qui montre bien à quel point, effectivement, on est marqué par la maison dans laquelle on réside, mais on est aussi celui qui va marquer cette maison de sa propre présence. Et donc, la maison de la philosophie serait une maison qui amène à penser. Ça a été dit par Benoît tout à l'heure, il y a des maisons qui sont inhabitables. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas croire que toute maison est habitable. Donc ça veut dire que la maison de la philosophie pourrait être aussi inhabitable. Elle pourrait être une maison de la pensée contrôlée, de la pensée formatée. Et puis le fait, vous savez, dans l'Union soviétique, il y avait des maisons pour les philosophes. Bon, voilà, il n'y a pas... On voit les résultats. Enfin, je veux dire, c'est pas là où sont nées les grandes pensées fulgurantes qui vont nous rendre intelligible le monde. Et donc, du coup, la maison de la philosophie, pour moi, à l'heure d'aujourd'hui,
l'idée même me pose question et je ne vois pas l'intérêt d'avoir une maison de la philosophie. Alors, j'avais retracé, mais je n'ai pas le temps de vous l'indiquer, évidemment, l'étymologie du mot maison, parce que c'est excessivement intéressant de savoir que pour beaucoup d'anthropologues, la maison est une sorte d'invariant anthropologique. C'est un universel, ce qui est peut-être discutable dans une pensée pluriverselle, hein, si je pense à quelqu'un comme Panikkar, qui est un penseur que j'aime beaucoup. Pour lui, il a une autre approche, évidemment, de toutes ces notions-là. Mais si on accepte l'idée que la maison est une évidence pour l'être humain, il a besoin d'un lieu de recueillement, un lieu pour s'héberger, pour se protéger des intempéries, pour se reposer, etc., il faut en faire une sorte de géohistoire. Et là, on s'aperçoit à quel point la maison n'est pas du tout un universel, parce que chaque culture marque cette maison. J'avais dans un de mes livres, j'ai fait un petit livre qui s'appelle Le toit, seuil du cosmos, qui est une histoire du toit, parce que je voulais comprendre pourquoi on ne pouvait plus dessiner la cartographie comme les géographes français le faisaient dans l'entre-deux-guerres, la géographie du zinc, la géographie de l'ardoise, la géographie de la chaume, la géographie de la tuile romaine. Tout ça a disparu parce que maintenant la mondialisation fait qu'il n'y a plus que 2 formes géométriques du toit, et le toit plat, à terrasse si c'est une maison plutôt aisée, en dur, ou bien alors plat avec une tôle ondulée si c'est un abri de bidonville, qui est quand même une des formes d'habitation la plus fréquente sur Terre. Plus d'1 milliard d'humains vivent dans des bidonvilles. Et puis de l'autre côté, à double pente. Et tout d'un coup, je me suis aperçu qu'en faisant ce petit bouquin, que tout ce qui renvoyait à une approche genrée de la maison avait disparu. C'est-à-dire que l'étude que Bourdieu avait faite sur la maison kabyle, par exemple, à la suite de René Monnier, mais enfin je ne rentre pas dans le détail de tous ces trucs-là, on s'aperçoit que tout ça n'a plus de sens. C'est-à-dire que dorénavant, c'est plus comme ça. La maison taille aussi est excessivement marquée par le sexe de la personne qui y réside. Et puis, évidemment, toute la dimension vernaculaire, comment la maison est fabriquée, par qui, et à quel moment de l'année, etc., avec quel rituel, toute cette symbolique, si vous voulez, de la maison a totalement disparu avec la prolifération des mêmes gratte-ciel. Comme vous avez compris, je suis assez opposé à ce type de bâtiment, et puis surtout à ce qu'on appelle les gated communities, c'est-à-dire les enclaves résidentielles sécurisées, qui offrent la même architecture et la même conception de la maison avec la même distribution des pièces dans tous les pays du monde. C'est le premier produit immobilier planétaire. Il faut bien qu'on ait ça en tête. Donc c'est pour ça que je pense que les philosophes sont interpellés par ça et ils doivent y réfléchir. Alors, lorsque j'ai écrit Demeure terrestre, enquête vagabonde sur l'habité, je voulais comprendre comment la notion d'habité qu'on trouvait dans la conférence très célèbre de Martin Heidegger de 1951 à Darmstadt, dans un colloque sur l'homme et l'espace, il avait pu prononcer une conférence que tout le monde connaît, Bâtir, habiter, penser, et qui se retrouve dans Essai et conférence, publié en français en 1958. Et donc j'ai fait une enquête journalistique, pour savoir comment cette notion est arrivée aux sociologues, aux géographes, aux psychologues, etc. Et Kostas Axelos m'avait raconté que c'était lui qui avait donné à lire ce texte à Henri Lefebvre. Et Henri Lefebvre, à ce moment-là, commençait à travailler sur la ville parce qu'il avait des contrats de recherche, il avait une opportunité économique. Le thème l'intéressait, mais pas plus que ça, d'une certaine façon. Et puis, il préface un bouquin, une grande enquête sur le pavillonnaire en France, et dans sa préface, il est le premier à parler d'habiter, au sens, évidemment, de l'homme habitant poète. Donc c'est très, très, très intéressant parce que si vous relisez cette préface, elle sociologise la notion d'habiter. Ce n'est que plus tard qu'il va revenir, je pense, au texte d'Heidegger et qu'il va se considérer que là, il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus existentiel que simplement le fait d'avoir un logement dans lequel on se sente bien. Bon. Et là, du coup, évidemment, il ouvre une porte tout à fait passionnante à une autre manière de réfléchir sur la maison et la maisonnée. Alors, je voulais aussi, mais je n'ai pas le temps de le faire maintenant, vous me le pardonnerez, vous rappeler des choses que vous connaissez certainement, bien sûr. C'est l'étymologie du mot maison en grec et en latin. Et Émile Benveniste, dans un texte où il n'y a aucune source, comme souvent chez lui du reste, il dit qu'il n'y a pas de parenté entre les deux termes, parce que le terme grec d'homo signifie
la construction, le bâti, tandis que pour les Romains, c'est la famille, c'est-à-dire c'est ceux qui sont à l'intérieur de la maison. Et donc, du coup, il y a toujours cette espèce d'ambiguïté là qu'il faudrait savoir. Donc, dans la maison de la philosophie, est-ce que c'est la maison de la pensée, comme le laisse entendre Nietzsche, relu amicalement par Benoît, ou est-ce que c'est une maison où simplement il y aura comme ça un accès, j'allais dire, à la philosophie, qui pourrait se faire par la présence de livres ou par la présence de réunions et de colloques ou de discussions. Alors, lorsque j'ai écrit ce livre-là, Demeure terrestre, évidemment, j'ai cherché qui allait emprunter cette notion d'habiter, et ce sont les psychologues, les premiers en France. Alors, c'est très intéressant parce que 15 ou 20 ans après, il n'y a plus de psychologie de l'espace enseignée en France. C'est une discipline en perdition, et elle renaît maintenant seulement. Et puis, les grands absents, ce sont les écologues. À cette époque-là, ils ne s'en préoccupent pas. Or, le mot « habitat » entre dans la langue française en 1807-1808, dans le vocabulaire des botanistes. L'habitat, c'est ce qu'on appellera plus tard la niche environnementale, c'est-à-dire c'est le lieu géographique qui permet à une espèce végétale de se reproduire et puis de perdurer. Donc, le mot « habitat », pour désigner ce qui a trait à l'habitation, c'est-à-dire au logement, c'est l'entre-deux-guerres au XXe siècle seulement en France. Encore au XIXe siècle, on a dans le Larousse, dans le Larousse d'abord et dans le dictionnaire de l'Académie française, on a habiteur, habiteuse. On parlera d'habitants et d'habitantes plus tard. Donc tout ça est excessivement intéressant. Je m'excuse d'aller au pas de course, mais c'est la règle de cette décision de ce soir. Et donc le mot habitat, je l'ai suivi de près, habiter aussi. Et alors j'en arrive à cette conclusion à l'époque que habiter, parce que les premiers textes de Heidegger sont traduits par Corbin, qui ensuite va devenir un spécialiste du soufisme, comme vous le savez. Mais Corbin a comme beau-frère Éric Dardel, et Éric Dardel va écrire un des plus beaux livres sur habiter. C'est un géographe. Et malheureusement, à l'époque, quand il sort son livre en 1952, la géographie française est marxiste stalinienne. Enfin, je vais au pas de course, évidemment. Et donc, du coup, parler de Heidegger et parler de la beauté d'un lieu comme de la beauté d'un visage, ça n'a pas de sens. Donc, du coup, c'est pas sérieux. Et donc, Éric Dardel, qui a écrit ce très beau livre que je vous conseille vivement de lire, cite Heidegger, mais sans être repris par ses collègues à l'université ou ailleurs. Et lui-même arrêtera, il deviendra proviseur d'un lycée expérimental à Montmorency, donc il ne va plus s'engager dans la philosophie et dans la géographie, malheureusement. Alors, c'est intéressant parce que aujourd'hui, là, je suis en train de réécrire ce livre, qui va sortir peut-être à l'automne si je finis bientôt, sinon un peu plus tard, et je vais vous faire part de là où j'en suis, parce que c'est tout à fait la thématique qui est posée. Quand j'ai écrit ce livre, personne ne parlait d'anthropocène. Quand j'ai écrit ce livre, il y a 20 ans, personne ne réfléchissait à l'impact du numérique. On ne savait pas encore que cette machine nous permettait d'avoir une adresse mail, d'avoir un portail, d'avoir une fenêtre, donc tout un vocabulaire, vous voyez, qui est commun à la maison, mais qui est maintenant celui, je vais prendre le plateau, je crois que c'est un ordinateur, celui d'un ordinateur avec son écran. Eh bien, réfléchissant à tout ça, aujourd'hui, à l'échelle... Alors maintenant, vous le savez peut-être, il y a un nouveau concept qui arrive des États-Unis qui me plaît beaucoup, qui est urbanocène. C'est-à-dire que ce serait la phase ultime de l'anthropocène. C'est-à-dire que quand la Terre entière est urbanisée, c'est-à-dire que la Terre entière est urbanisée, c'est-à-dire que nous sommes tous des urbains, mais nous ne sommes pas tous des citadins. C'est ça qui est important. C'est pour ça que, dans un de mes livres, j'explique que la ville est en voie de disparition, mais pas l'urbain généralisé. On en parlera peut-être dans l'échange. Donc, la question d'habiter, à l'époque où j'en étais resté, c'était habiter égale être présent au monde et à autrui, pour aller vite. Bon. Après, relisant à nouveau Acheminement vers la parole, qui est pour moi un livre important de Heidegger, je m'étais dit que, et télescopant ça aux études que je faisais avec mes étudiants sur la jungle de Calais, je projetais le fait que habiter, c'était avant tout habiter sa langue.
Et donc, j'étais persuadé qu'il nous fallait une maison de la babilité, si vous voulez. Il nous fallait une maison où tout le monde pouvait parler les langues de tout le monde. Et donc, je réclamais que la police française, que dans la police française, il y a des policiers qui parlent une des langues qu'on trouvait à Calais, l'ourdou, le pachtoun, le dari, etc. Et évidemment, l'autorité française répondait non, répondait il faut que les migrants parlent français. Donc c'était tout à fait, évidemment, pour moi, l'anti-hospitalité, c'était l'inverse de ce que ce vieux mot français que j'essaie de réhabiliter, l'accueillance, mettait en avant. C'est-à-dire, comment faire que la maison, le lieu de l'intimité, le lieu du privé, je vous rappelle qu'en vieux français, le mot privé vient de privence. Privence signifie douceur. Vous connaissez tous, évidemment, la thèse de Jacqueline de Romilly sur la douceur chez les Grecs. Donc, on voit très, très bien à quel point la douceur est un des éléments constitutifs du politique. Enfin, je vais au pas de course, mais tout ça est excessivement intéressant parce que tout ça est lié. Alors, la question que je me pose, il faut que je m'arrête ? Je crois. Non. Bon, la question que je me pose aujourd'hui et que je vous pose, et vous m'aiderez à la formuler mieux, est la suivante. Est-ce que l'être humain est encore et toujours topophile ? Je pense que non. Et j'en suis affecté profondément. Mais j'ai l'impression que cette dimension... Alors, l'être humain topophile, ça veut dire l'ami du lieu. C'est ça. Et je pense que le lieu, le territoire, dorénavant, est rendu absolument... substituable, c'est-à-dire qu'un territoire en vaut un autre. Le capitalisme mondialisé s'installe là, il prend le territoire comme un plateau technique sur lequel il vient brancher une autoroute, un centre commercial, une usine, un CHU, etc. Ça ne marche plus, pour X raisons, il débranche, il va ailleurs. Ça, c'est le capitalisme liquide. Ce n'est pas le capitalisme solide. Le capitalisme solide, lui, s'ancrait dans le territoire. Le patron de Michelin devenait l'élu de la mairie importante du coin. Ses enfants épousaient des gens de la région. Ils allaient au Lions Club local, etc. Aujourd'hui, un patron d'entreprise, les élites de la globalisée, ils arrivent à Clermont-Ferrand. Ils sont déjà dans leur tête à Dubaï, dans 2 ans, dans une autre firme, et puis dans 4 ans à Shanghai. Et puis le week-end, ils ne vont pas visiter l'Auvergne. Non, ils vont voir une expo à Prague ou bien alors à Los Angeles. Donc on voit bien que tout d'un coup, ce rapport au territoire est en train de changer. C'est pour ça que je suis très très près des travaux de l'école territorialiste italienne d'Alberto Maniaghi, parce que lui, il dit que l'être humain, avant d'avoir une conscience sociale, a une conscience du lieu. Et tout ça est en train de s'effriter, peut-être. Enfin, c'est une question que je pose. Je ne sais pas, je n'arrive pas à finir mon bouquin à cause de ça, parce que je voudrais bien qu'on soit encore topophile. Mais j'ai l'impression qu'on perd ce rapport spécifique au lieu, et la phrase très, très gentiment que tu as rappelée, que j'avais écrite dans le petit texte, je crois que, et c'est l'exercice que je fais faire à tous mes étudiants, c'est cette autobiographie environnementale. En quoi les lieux ont fait de vous ce que vous êtes ? Et aujourd'hui, je crois que ce n'est plus une bonne question. Elle ne suffit plus. C'est-à-dire que nous sommes aussi le résultat de quelque chose d'autre que simplement ce qui agit à l'intérieur de ce qu'on appelait un lieu. J'avais fait un livre collectif dont Robert a rendu compte dans Libération à l'époque, en 2 tomes, sur Espace et lieu dans la pensée occidentale de Platon à nos jours. Bon, et là, j'avais été sidéré, parce que c'était que des spécialistes de Lévinas, d'Hannah Arendt, de Platon, d'Aristote, etc., qui écrivaient chacun l'article. Mais quand on lisait l'ensemble, on s'apercevait que l'histoire de ces 2 notions n'était pas une histoire progressive, itérative, mais qu'au même moment, 2 penseurs pouvaient imaginer 2 approches totalement différentes de l'espace et du lieu. Donc ça, c'est déjà excessivement important. Il y avait des pensées atopiques et des pensées, au contraire, ancrées dans une territorialité particulière. Je peux encore continuer un peu ? Oui, d'accord. Non, mais c'est parce que s'il faut qu'il y ait des discussions avec tout le monde. Bon, alors, donc la question pour moi, elle est vraiment celle-là, c'est-à-dire celle de la topophilie. Et j'y ajoute une autre dimension qui est passionnante, sur laquelle je me documente depuis seulement 2-3 ans, qui est celle, évidemment, du droit à la terre.
C'est-à-dire que j'ai eu une révélation en lisant Aldo Leopold, qui est un auteur excessivement important. Et puis avant, j'avais lu Downing. Vous voyez, des gens comme ça qui sont très très importants, mais qu'on ne connaît pas en France, ou pas suffisamment. Et puis, bien sûr, tu l'avais mentionné, Thoreau et Emerson. Alors c'est amusant parce que Emerson, lui, il a une maison cossue, une sorte de cottage avec une bibliothèque. C'est très important. C'est un lieu de rendez-vous, c'est un salon où on vient parler entre amis à Concorde. Et puis, il avait acheté une petite terre avec un étang et il le prête à son jeune ami Thoreau qui va remonter une cabane en bois qu'il a acheté à un autre paysan. Enfin, je ne rentre pas dans tous ces détails maintenant très très bien connus, où il va résider, non pas comme on nous l'a fait croire, 2 ans, de manière isolée. Non, il revenait très très fréquemment à Concorde, qui était à quelques kilomètres de là, pour faire le plein de bouquins, pour faire le plein de discussions avec ses amis. Bon, mais n'empêche qu'il avait accepté, il avait décidé d'avoir une vie, on dirait aujourd'hui, frugale, une sorte de sobriété heureuse en contact avec la nature. Mais donc il avait déjà perçu cette importance du fait que nous n'étions pas hors de l'environnement, nous faisions environnement avec le monde vivant. Et alors c'est là la nouvelle question que je me pose avec la question anthropocénique, c'est comment l'humain habite la Terre avec le vivant. C'est-à-dire qu'on ne peut plus les dissocier avec les énormes enjeux, évidemment, liés à ce que certains appellent d'ores et déjà l'effondrement. Donc, est-ce que mon amitié pour la Terre et mon amitié pour la faune et la flore ont un terrain commun? Voilà, c'est une question que je pose, je n'ai pas de réponse. Elle est excessivement difficile. Et quand j'observe d'autres cultures que la nôtre et d'autres formes d'urbanisation, par exemple en Inde, je vois, alors là, avec frayeur, que cette rupture avec le lieu est encore beaucoup plus acquise, déjà beaucoup plus presque décidée, enfin, et qu'on est là dans une situation peut-être irréversible. Alors, l'être humain, ce n'est pas une question, vous voyez, je n'ai jamais dit le mot enraciné, bien sûr, je ne veux surtout pas entrer dans cette polémique-là, hein. Je parle d'amitié avec le lieu, hein. Je ne parle pas d'enracinement, non. Je croyais que l'être humain avait besoin de cette dimension territoriale pour pouvoir se construire, et maintenant, j'en arrive à me dire que ça ne suffit pas, voilà. On est dans une nouvelle phase, je suis assez persuadé de ça. J'étais à un débat public hier soir où la majorité du public était en total désaccord avec moi, en disant l'anthropocène, c'est de la connerie, non, ça n'existe pas, tout ça c'est faux. Donc attention, ne croyons pas. Moi j'ai un peu tendance à croire que, parce que je vis avec des amis et moi-même, nous sommes on fait partie de tous ceux qui écrivent sur la décroissance, voyez, bon, et donc forcément, on est persuadé qu'on a raison, bien sûr. Mais, et on dit, tout le monde va admettre que la situation est catastrophique et qu'il faut effectivement imaginer d'autres types d'habitations, d'autres types d'organisation territoriale, d'autres types de temporalité liées à ces lieux. Mais en fait, globalement, à l'échelle planétaire, je vois aujourd'hui la multiplication, par exemple, des centres commerciaux. Bon, je ne peux pas rester indifférent à ça, parce qu'un centre commercial, c'est la négation totale, me semble-t-il, de la capacité d'habiter. Et j'ai fait un dialogue avec Leclerc, l'entrepreneur, j'ai oublié son prénom, Édouard, Leclerc. Et alors, il était tout content de me dire, qu'il avait fait une licence de philo, donc je n'étais pas le seul à faire de la philo. Bon, je lui dis, oui, d'accord, mais moi, je ne suis pas épicier. Enfin, chacun fait son boulot. Et il me dit, n'oubliez pas une chose, c'est que je suis le premier, mon groupe est le premier libraire de France en chiffre d'affaires. Ce qui est vrai. Et je ne lui ai pas dit, parce que ce n'était pas le lieu et le moment, mais j'en étais affecté. Quand je suis rentré en métropolitain chez moi, je me suis dit, mais putain, si la première librairie de France, c'est Leclerc, on est cuit, quoi. Parce que ça veut dire que des tas de bouquins de philosophie ne s'y trouveront pas nécessairement. Même s'il engage des vrais libraires, pour tenir des vraies librairies à côté de fausses villes, parce que c'est ça la question fondamentale. Alors, c'est quoi le lieu et c'est quoi la ville? Voilà, ça, c'est des questions, évidemment, sur lesquelles je travaille depuis de très, très longues années. Je propose comme définition de la ville cette heureuse combinaison entre l'altérité, la diversité et l'urbanité. Bon, et je m'aperçois à l'échelle mondiale que c'est en train de s'effriter. C'est-à-dire qu'on a de moins en moins cette heureuse combinaison. On n'en a que 2 sur 3 ou que 1 sur 3, etc. J'arrête. Merci beaucoup, Thierry Pacaud.
Bien, je vais essayer de rebondir un peu comme ça à ce qui a été dit pour essayer de créer un peu une discussion entre vous. Je me tourne vers vous, Thierry Pacaud. Vous avez beaucoup cité Heidegger et je comprends, hein, je comprends votre rapport à Heidegger. Et vous semblez désespéré autour de cette question, l'être humain est-il toujours topophile? Vous dites non, et évidemment, c'est pour vous en tout cas quelque chose de difficile à encaisser. Mais ce que je souhaitais quand même vous poser comme question, c'est peut-être qu'on pourrait imaginer le topos complètement très différemment, de toujours avoir à le relier, comme faisait Heidegger, à l'être auprès de l'être, être auprès de l'être, c'est la définition de l'habiter pour Heidegger, être auprès de l'être, et au langage, et au langage, à la langue. Alors qu'il faut savoir aussi, parce que vous n'avez pas eu le temps, mais vous le savez mieux que moi, que pour Heidegger, être auprès de l'être, être auprès de la langue, ça ne veut pas dire simplement s'approprier la langue, ça veut dire être constamment travaillé par ce qui est contenu en secret, en réserve dans la langue. Et donc c'est toujours un rapport très... c'est pas du tout un rapport déterminé, c'est un rapport très plastique, très travaillé par l'expropriation et l'appropriation pour Heidegger. Bon, je ne veux pas rentrer dans toutes l'énorme philosophie de Heidegger, mais c'est juste pour souligner que peut-être qu'il faudrait songer la topophilie de façon très différente, ne pas voir dans le topos nécessairement l'être, ou la langue, ou en tout cas sa langue, mais, et c'est une suggestion que je vous lance comme ça, peut-être qu'on pourrait, on pourrait penser le topos justement comme un lieu de traduction. C'est-à-dire un lieu de traduction qui ne présupposerait pas en tout cas sa langue. Vous dites à un moment donné, habiter, c'est être auprès de l'être, et c'est être auprès de sa langue. Peut-être qu'on peut penser, et c'est comme ça que vous définissez le topos, si j'ai bien compris, peut-être qu'on pourrait penser ce topos tout autrement, penser un mouvement de traduction qui ne présupposerait pas l'appropriation de sa langue, mais qui serait entièrement travaillé par une aporie que Derrida, par exemple, a beaucoup travaillé, à savoir, je n'ai qu'une langue, mais celle-ci n'est pas la mienne, n'est jamais la mienne. Et donc peut-être qu'on peut réfléchir à un tout autre rapport à l'être, un tout autre rapport au topos, un tout autre rapport à la langue, à sa langue, que celui de l'appropriation de sa langue, mais un rapport à la langue, un rapport au lieu qui est tout entièrement travaillé par l'expropriation. Peut-être que ça arriverait à vous libérer peut-être de cette difficulté qui est très contemporaine, vous l'avez bien remarqué, cette difficulté d'associer toujours le topos au motif de l'oikos, et donc de l'appropriation de sa langue et de son lieu. Alors, et donc c'est juste comme ça une question pour engager. Et Benoît Goetz, là on est dans tout le contraire, enfin pas trop, parce que le rien aussi, en tout cas pour Heidegger, il y a tout un geste d'appropriation du rien, de l'annihilation, comme disait Heidegger dans la postface à Qu'est-ce que la métaphysique. Mais vous imaginez une maison où on n'attend rien. On n'attend rien. Alors moi, la question que je voulais vous poser, c'est que pour imaginer cette maison, vous avez en parlant de Nietzsche, vous avez mobilisé, et vous me dites si j'ai mal compris, hein, je peux fort bien que j'ai mal compris, mais vous dites que vous avez mobilisé toute une dialectique du besoin, c'est-à-dire une dialectique du manque. Hein. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui manque, et il faut remplir ce manque, et bien ce manque, on va le remplir par le rien. Alors c'est peut-être paradoxal, mais bien le rien ici, ce que je soupçonne amicalement envers votre intervention, votre maison qui serait une maison où on n'attend rien, c'est que le rien viendrait suppléer à un manque.
Et là, moi, j'aimerais vous suggérer, un peu comme je l'ai fait avec Thierry Pacaud, je voudrais vous suggérer peut-être un autre type de dialectique, peut-être même autrement que la dialectique. J'aimerais vous suggérer, non pas une dialectique du manque où il faudrait à tout prix le remplir avec quelque chose, ici le rien qui se trouve très substantialisé, quand même très essentialisé, peut-être quelque chose comme le désir, peut-être que la maison, ça pourrait être ce lieu sans lieu d'un désir qui ne présupposerait jamais un manque à remplir, qui serait ouvert vers l'autre, mais pas ouvert vers l'autre où on attendrait l'autre, mais où on laisserait entièrement l'autre arriver, ne pas arriver, être complètement exposé à une espèce d'événementialité qui ne se traduirait pas, en tout cas, ou qui ne s'inscrirait pas dans le manque, même si ce manque est travaillé, comme vous l'avez admirablement dit, par le rien. Un rien, c'est un petit peu quelque chose, c'est un petit quelque chose. Donc une chaise, c'est déjà une chose. Et alors, je ne sais pas ce que Heidegger a séjourné auprès de l'être. Il dit simplement, habiter, c'est séjourner auprès des choses. Bon, par exemple, une cruche ou un verre. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on remette tout ça au clair. On a 2 jours. Bon, je voudrais un peu réagir aussi à ce qu'a dit, je laisse la parole tout de suite, à ce qu'a dit Thierry Pacaud sur la crise du lieu. La topophilie, moi, à la limite, ça me dégoûte un peu. C'est une perfection, pas une perfection, une perversion dont j'ai un peu de mal. L'amour du lieu, des lieux. C'est certain que le lieu est en crise. Mais alors, maintenant, le discours catastrophiste. Alors, le non-lieu, bon, ça c'est sûr. Alors, il y en a un autre, Lusso, qui écrit l'hyperlieu, le hors-lieu, le tiers-lieu. C'est vrai que le lieu est attaqué. Mais ça ne veut pas dire que le lieu ne subsiste pas. Heidegger, il dit, c'est une petite phrase aussi, il dit l'espace, ou je ne sais pas quoi, c'est mise en liberté des lieux, mise en liberté des lieux. Donc je pense que la dislocation a commencé il y a bien longtemps, quand le cosmos s'est effondré et que les lieux sont mis à flotter sans... Bon. Alors évidemment, ils sont catastrophés beaucoup dans le monde, mais la topophilie, bon, après tout, défendons-la, il en reste... Je ne sais pas, quand je vois ce théâtre, bon, il y a des lieux... Bon, nous sommes des privilégiés, on est au théâtre, mais il y a quelque chose du lieu qui est indéracinable. On ne peut pas... Enfin, il me semble, je ne sais pas. Je veux dire, le discours absolument catastrophiste sur la perte du sol, la perte du lieu, les écrans omniprésents, c'est pas vrai. Il y a encore des choses, il y a encore de l'habité, il y a encore des chaises, il y a encore du vis-à-vis de l'autre qui peut arriver. Bon, il y a encore de l'humanité, si vous voulez. Voilà. Mais je crois qu'il faut que tu répondes aussi. Un texte de Heidegger que j'aime beaucoup, c'est l'article, enfin c'est une conférence qu'il fait dans une école de professeurs de technique. Hein, c'est un de ses fils qui lui demande de venir faire cette conférence. Et il commente le livre de Norbert Wiener sur cybernétique et société, qui a été traduit en allemand bien après sa sortie, évidemment, en anglais. Et ce texte s'appelle Langage technique, langage de tradition. C'est un texte magnifique qui est traduit par Michel Haar, et qui est malheureusement pas trop cité. Et là, il explique comment, effectivement, tout être humain, à ce moment-là, on est en 1964, est déjà dans 2 cultures, c'est-à-dire la culture informatique. Il ne dit pas numérique, on ne disait pas ça à l'époque, la culture informatique d'un côté et la culture de la langue de tradition. Il ne dit pas de langue maternelle, il dit de langue de tradition. Alors, moi, dans un de mes articles, j'ai essayé de raconter l'histoire du mot langue maternelle, qui naît au IXe siècle seulement dans des habits du Württemberg. Enfin, je ne rentre pas dans le détail de tout ça, mais c'est très, très intéressant de voir comment l'Église invente cette notion-là pour contrôler d'autres parlers. Parce que la question de la langue, effectivement, c'est la parole. Ce n'est pas simplement le fait de la simple communication. Parce qu'à ce moment-là, on pourrait le faire par un langage binaire, on pourrait le faire par un langage de la machine, précisément. Bon. Et donc, si on considère que la parole ne peut pas être, ou perdrait beaucoup à devenir simplement quelque chose de réglé par un logiciel, dans ce cas-là, évidemment, l'hésitation,
le silence, l'étonnement, le changement de la voix, de l'accent, peut-être même les lapsus, etc., disparaîtraient. Évidemment, on aurait un langage propre sur lui, j'allais dire, technique et admis par tout le monde. Donc la parole n'est pas la langue comme une autre. Donc habiter, c'est parler sa langue, c'est-à-dire effectivement pouvoir nommer les choses qui font monde. C'est ça qui me semble essentiel. Et donc, à partir du moment où on n'a plus les mots pour nommer les choses qui font monde, peut-être qu'on est alors je ne suis pas du tout dans le discours catastrophiste et de la crise, mais je constate quand même qu'il y a des transformations à l'œuvre qu'on ne peut pas, à mon avis, laisser de côté. Et un de mes amis, qui est aussi la personne qui m'a le plus impressionné dans toute ma vie, c'est Ivan Illich. Et Ivan Illich, qui parlait 14 langues, mais je l'ai vu faire, passant d'une langue à une autre avec une incroyable facilité, disait que lui, il était austro-hongrois, parce qu'il était né à Vienne, et que l'Empire austro-hongrois avait 11 langues. Donc il n'y avait pas une langue nationale. Et donc lui, c'était normal qu'il parle toutes ces langues. Et du coup, il considérait que la langue maternelle n'avait pas de sens. Et que le lieu était le lieu où je pouvais parler ma langue n'importe où au monde. C'est-à-dire, c'est un peu l'idée de la traduction. C'est effectivement, ce n'est pas un lieu qui serait fixe, un lieu géographique, ce serait un lieu plutôt relationnel. Donc ce n'est pas simplement un lieu situationnel, c'est aussi un lieu relationnel. Et Ivan Illich, à la fin de sa vie, dans ses derniers textes, qui sont malheureusement pas assez lus, qui sont remarquables, j'ai fait les œuvres choisies, les œuvres complètes, pardon, chez Fayard de ces textes. Bon, et je suis toujours un peu en colère de voir que ces derniers papiers qui sont précisément sur la langue, précisément sur l'ordinateur, précisément sur le numérique, c'est-à-dire sur des choses qui nous concernent aujourd'hui, ne sont pas cités, ne sont pas lus. Hein. Il a fait un magnifique commentaire de l'art de la lecture du Duc de Saint-Victor, qui est un truc passionnant avec l'histoire de la ponctuation. Bon, tout ça est malheureusement pas cité. Et ce type-là, qui est remarquable, était un enseignant itinérant. C'est-à-dire qu'il ne vivait que de ça, et il n'avait pas de maison, il n'avait pas d'appartement, il n'avait pas de voiture. Et donc, il préfigurait quoi? Il préfigurait celui qui pensait que devient lieu là où se déploie l'amitié. C'était sa conception fondamentale. C'est-à-dire qu'il était totalement désespéré de la situation mondiale. Il pensait qu'on pouvait... il reniait pas, mais il disait qu'il n'écrirait plus la convivialité, la société sans école, tous ces livres qui ont fait sa renommée à un moment donné. Il n'était plus d'accord avec ça parce que la société technique avait changé précisément et que dorénavant, on ne pouvait plus réinverser le cours des choses. Et donc la seule solution était de cultiver l'amitié. Et l'amitié, elle fabrique le lieu pour pouvoir s'y implanter. C'est-à-dire, alors, l'amitié comme fabrication du lieu pour s'y implanter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que, du coup, la maison de la philosophie serait une maison qui serait là parce que là, en ce moment, mettons, nous trois, on aurait des relations d'amitié, on serait là, mais demain, on serait peut-être ailleurs, et la maison de la philosophie déménagerait avec nous, c'est ça veut dire. C'est-à-dire que le lieu n'est pas un lieu, on ne va pas construire l'abbaye de Thélème, on ne va pas construire un phalanstère, on peut toujours, mais il vaut mieux penser quelque chose qui soit dans une mobilité, et c'est-à-dire dans une ouverture, en fait, d'une certaine façon. Oui, alors moi, la question que je vous posais à propos de la traduction, c'est précisément que se passe-t-il à ce moment de traduction? Parce que vous voyez, ce que je soupçonne ici, c'est qu'il y a une certaine façon que vous avez, et qui est très forte, hein, c'est pas du tout... mais vous avez une certaine façon de déterminer ce qui se passe dans la traduction. C'est-à-dire, vous marquez que la traduction, c'est le passage d'une langue à une autre. On passe d'une langue à une autre. On peut passer avec facilité d'une langue à une autre. Moi, j'essaie de vous questionner sur peut-être que la traduction, c'est justement la non-assurance de ce passage. C'est voir la non-assurance, à la limite le non-passage, peut-être comme condition de la traduction, le non-passage à une autre langue. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Non, mais moi, je ne parlais pas de la traduction, je parlais simplement de... parce que ça pose la question de la communication, évidemment. Est-ce que la communication, finalement, c'est l'incommunication? Bon, voilà, c'est
une question de fond, bien sûr. Non, moi je voulais simplement réfléchir sur le fait que on vit, chacun d'entre nous, différemment bien sûr, avec des intensités variées, mais on vit au moins le fait d'être dans une culture numérique et dans une culture alphabétique, en ce qui nous concerne ici, en Occident, et que tout ça est chamboulé. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Walter Ong, qui est un oralité littérature. C'est Yvan Illich qui me l'avait fait connaître. C'est un jésuite, donc s'appelle ONG. Mais enfin, si on dit ONG, tout le monde rigole. Bon, donc c'est son nom, Walter Ong, et il explique très très bien que nous entrons peut-être dans une seconde oralité. C'est-à-dire que nous quittons la brève parenthèse Gutenberg de 500 ans, sauf qu'on crée une nouvelle oralité avec quand même le livre. Donc du coup, avec quand même l'écrit. Donc ce n'est pas tout à fait un retour à la première oralité qui ignorait l'écriture, c'est une seconde oralité. Et là, du coup, il pose la question de comment être au plus près des choses à partir du moment où on n'a plus seulement sa propre langue écrite pour le formuler, mais qu'on a aussi ce nouveau rapport à une autre oralité. Alors ça, et moi, ça m'intéresse beaucoup, ça, parce que dans les lieux qui sont mes lieux d'investigation, c'est-à-dire les mégalopoles, les villes, les bidonvilles, etc., je m'aperçois à quel point il y a ce télescopage qui est massif. Parce que la personne, à la fois à son portable et en même temps, peut réagir à un autre propos voilà, lu ou entendu. Donc on est, je crois, là, il y a des modifications, et je n'ai pas de point de vue pour dire si c'est bien ou pas bien, hein, mais je constate simplement qu'on est dans des temporalités de la parole qui sont en train de changer. Je m'accorderais assez avec l'idée d'amitié qui fait le lieu, et que c'est un peu ce qu'on peut souhaiter d'une rencontre philosophique. Parce qu'on connaît tous des lieux où l'amitié manque. Bien sûr, l'amitié peut comporter de la rivalité. Les Grecs qui connaissaient bien ça. Je crois que c'est Deleuze qui insiste là-dessus. Donc, qu'est-ce que la philosophie ? Les Grecs ont inventé la société des amis. Donc, les philosophes avaient aussi une rivalité comme tout le monde. Et donc, ça peut comporter de la polémique, du polémos. Mais tout ça sur un fond d'amitié, de paisibilité. Mon espace scolaire favori serait le séminaire de Barthes, là où les nuances apparaissent, où il n'y a pas de conflit, où on proscrit absolument le conflit. Un lieu de suspension, un jardin suspendu, un lieu comme ça, un lieu qui flotte. Voilà. Et donc, je pense que la philia, c'est une idée qu'on peut conserver. Bien sûr, c'est comme le lieu, on peut conserver forcément philia et topos, on n'en sortira pas. Donc la maison des amis, quoi. Oui, ou de coexistence d'amis. Oui. Parce que parfois, rentrer à la maison, c'est pas rentrer en espace amical, non? Ah oui, il y a des maisons qui sont terribles, bien sûr. Oui. La maison. Oui. On va donner la parole. Je vous remercie, Thierry Pacaud et Benoît Goetz. On vous remercie beaucoup.